Le grincement rythmé de la balançoire du Porsche était le seul bruit à des kilomètres à la ronde, un contrepoint au lointain froissement des feuilles. Capitaine Michel, bien qu'il ne fût plus capitaine que de ses propres heures tranquilles, observait les nuages défiler, leurs formes changeantes formant une toile familière. Il traçait le contour d'un cumulus, l'imaginant comme une chaîne de montagnes imposantes, puis comme un colossal navire voguant sur une mer azurée. Son regard portait une douleur familière, un désir ardent pour l'immensité sans bornes qu'il avait autrefois navigué avec une aisance experte. Le ciel, vaste et indifférent, semblait plus vide maintenant qu'il ne l'avait jamais été lorsqu'il le traversait en volant. Une soudaine rafale de vent agita les carillons suspendus près des avant-toits, une cascade argentée de sons qui brisa momentanément sa rêverie. Il ferma les yeux et les souvenirs affluèrent, sans invitation, un flot sensoriel. Le rugissement des moteurs, une symphonie de puissance brute vibrant à travers le plancher du cockpit. L'odeur enivrante de carburant d'avion et d'ozone, la vue à couper le souffle d'un lever de soleil peignant le monde en teintes ardentes depuis 30 000 pieds. Il se rappelait la sensation d'être une extension de la machine, une partie sentient d'un oiseau de métal traçant un chemin à travers les cieux. Il avait guidé d'innombrables âmes à travers les continents, au milieu de tempêtes turbulentes et de nuits étoilées sereines, chaque vol témoignant de son talent et de sa passion. L'excitation du décollage, le bourdonnement doux de l'altitude de croisière, le tude satisfaisant du train d'atterrissage embrassant le tarmac, ce n'étaient pas seulement des événements, mais des chapitres dans l'épopée grandiose de sa vie. Il ouvrit les yeux, la balançoire du Porsche oscillant toujours doucement sous lui. Les nuages au-dessus poursuivaient dans leur voyage silencieux, indifférents à l'histoire qui se déroulait en dessous. Il se leva de la balançoire, une raideur familière dans les genoux. La maison, habituellement un sanctuaire, lui semblait parfois une cage dorée. Il erra dans son bureau, une pièce remplie de cartes, de maquettes d'avions et de certificats encadrés. Sa main se posa sur la porte du placard, ses doigts traçant le bois lisse et frais. Il l'ouvrit, révélant un uniforme impeccablement repassé, son tissu sombre contrastant vivement avec la lumière fanée filtrant par la fenêtre. Les galons dorés sur les manches brillaient faiblement, les boutons en laiton poli reflétant les tons atténués de la pièce. Il passa une main sur le tissu, sentant le fantôme de son moi plus jeune dans ses fils. Cet uniforme avait été sa seconde peau, un symbole d'autorité et de liberté. Maintenant, il pendait là, sentinelle silencieuse d'une vie vécue, d'une carrière achevée. Un profond sentiment d'absence s'installa sur lui, un espace creux là où le ciel se trouvait autrefois. Il manquait la camaraderie avec son équipage, le crépitement vif des communications radio, la responsabilité qui pesait lourdement mais exaltante sur ses épaules. Le silence maintenant était d'une lourdeur différente, un rappel constant de ce qui n'était plus. Il soupira, un son chargé du poids des années et d'un désir inassouvi. L'uniforme attendait, témoignage silencieux d'un chapitre clos, pourtant sa présence murmurait d'un ciel encore en attente, juste hors de sa portée. Un nouveau voisin et un rêve. Partager le grondement d'un camion de déménagement fut le premier signe. Michel, remuant du sucre dans son café matinal, observait depuis la fenêtre de sa cuisine un grand véhicule aux couleurs vives s'arrêter laborieusement devant la maison voisine. Des cartons, empilés de manière précaire, commencèrent à émerger de son intérieur, caverneux, portés par une effervescence d'activité. Une nouvelle famille. Il n'avait pas eu de voisins avec des enfants depuis des années, pas depuis que les enfants des Moreau avaient grandi et pris leur envol, littéralement. Plus tard dans l'après-midi, une petite silhouette énergique émergea de la porte arrière nouvellement ouverte de la maison d'à côté. Michel, taillant un rosier qui avait connu des jours meilleurs, s'arrêta. Le garçon, âgé de 7 ou 8 ans tout au plus, portait un t-shirt rouge vif et des yeux encore plus éclatants. Il serrait un avion en papier grossièrement fabriqué, ses ailes légèrement froissées par une manipulation enthousiaste. Léo, comme Michel, l'apprit bientôt d'une conversation surprise, lança l'avion en papier d'un geste déterminé du poignet. Il plana un instant, vacilla, puis piqua du nez dans une parcelle de gazon fraîchement posée. Imperturbable, Léo le récupéra, le front plissé par la concentration. Il ajusta une aile, plissa les yeux vers le ciel et réessaya. Cette fois, il ajouta des effets sonores, un vroom aigu étonnamment précis. Il courut, les bras écartés, imitant la trajectoire plongeante de son avion imaginaire. Son petit corps plongeait et montait, un aviateur miniature naviguant un ciel invisible. Il tournoyait, virait et exécutait même un tonneau imaginaire parfait,
son rire résonnant à travers les pelouses impeccablement entretenues. Michel s'appuya sur ses sécateurs, un sourire discret jouant sur ses lèvres. Le garçon ne jouait pas simplement, il volait. Michel se rappelait les après-midi passés dans son propre jardin, un planeur en balsa usé comme son bien le plus précieux, l'immensité bleue au-dessus comme son seul vrai compagnon. Il fermait les yeux alors, tout comme Léo semblait le faire maintenant, sentant le vent sur son visage, le bourdonnement des moteurs dans son esprit. Cette sensation était une douleur familière, un membre fantôme d'une vie qu'il avait laissée derrière. Léo, en plein vol, trébucha soudain, se rattrapant avant de tomber. Il jeta un regard autour, peut-être sentant qu'on l'observait. Ses yeux rencontrèrent pour ceux de Michel par-dessus la basse clôture. Pendant un moment, le garçon se figea, une pointe de timidité remplaçant son énergie débordante. Puis, un salut rapide, presque apologétique. Michel le lui rendit, une chaleur se répandant en lui qui n'avait rien à voir avec le soleil de l'après-midi. Il observa Léo, enhardi, lancer son avion en papier une fois de plus, cette fois avec un « somme » encore plus fort et confiant. L'avion en papier et l'esprit du garçon semblaient en défier la gravité. Une étincelle de quelque chose longtemps dormant s'agita en Michel, une reconnaissance, une connexion naissante à un rêve qu'il croyait sien seul. Histoire des nuages, l'arôme de café infusé et de viennoiseries banquettes grillées emplissait la cuisine des Martins comme le capitaine Michel entrait, sa présence immédiatement imposante mais chaleureuse. Il tendit une main à le père de Léo, une poigne ferme et amicale, puis se tourna vers Léo. « Marchet Clarko Damant, tu dois être Léo, tonna-t-il, sa voix portant l'autorité calme de quelqu'un habitué à naviguer les tempêtes. J'ai beaucoup entendu parler de toi, jeune homme. On dit que tu as toujours la tête dans les nuages. Un sourire plissa les coins de ses yeux, sincère et invitant. Léo, d'habitude prompt à répondre, se trouva momentanément muet. Ce n'était pas n'importe quel vieil homme, c'était le capitaine Michel, une légende dans la petite communauté aéronautique. Il parvint à un hochement de tête respectueux, son regard fixé sur l'éclat subtil d'une épingle d'aigle argentée sur le pull de Michel. « Ne sois pas timide, fiston, » rit Michel, prenant place à la table de cuisine usée. « Les pilotes sont juste des gens qui aiment regarder les choses de haut. » Il cligna de l'œil. « Et toi, j'entends, tu es un grand passionné. » La timidité de Léo s'évapora comme la brume matinale. « Je lis tout ce que je peux, » lâcha-t-il, un flot de mots suivants. Sur l'aérodynamique, les commandes de vol, les différents modèles d'avions. J'ai même construit quelques maquettes détaillées. Ma préférée est le Supermarine Spitfire, un design si beau et son aile elliptique, c'est juste... Il s'arrêta soudain inquiet de divaguer. Michel se pencha en avant, coude sur la table, écoutant attentivement. Alonsa, le Spitfire, un classique, agile, réactif. Tu as bon goût, Léo. Tu t'es déjà demandé ce que ça fait de vraiment sentir l'air sous ses ailes ? Les yeux de Léo s'écarquillèrent. Plus que tout, souffla-t-il, sa voix à peine un murmure. J'en rêve, je dessine de nouveaux designs dans mes cahiers, j'imagine ce que ça ferait de tirer sur le manche, de voir le monde d'en haut, d'être libre. Il regarda Michel, une intensité brute et ardente dans le regard. Est-ce vraiment comme ça ? L'expression de Michel s'adoucit, un regard lointain entrant dans ses yeux. C'est plus que ça, Léo, c'est comme si le ciel murmurait des secrets que toi seul peux entendre. J'ai volé à travers des orages qui peignaient pour les nuages en teintes de pourpre meurtri et d'orange furieux, senti le frisson du fuselage alors que le vent essayait de m'arracher le contrôle des mains. J'ai vu des levées de soleil depuis au-dessus des nuages, un tapis de blanc duveteux s'étendant à l'infini, le soleil un disque d'or fondu. Et des couchers de soleil, oh les couchers de soleil, ils peignent le ciel de couleurs qu'aucun artiste ne pourrait jamais capturer vraiment. Chaque vol est une histoire, Léo, un chapitre unique dans le grand livre du ciel. Il marqua une pause, un sourire mélancolique jouant sur ses lèvres. Une fois, j'ai eu un moteur qui a calé au-dessus des rocheuses. De la glace s'était accumulée sur le carburateur. J'ai dû faire un atterrissage d'urgence sur une piste isolée, entourée de pics imposants. Je me sentais comme un minuscule grain, mais j'ai posé cet oiseau en toute sécurité. Le silence ensuite, l'air frais de la montagne, le soulagement pur, c'est une histoire que je n'oublierai jamais. Il se recula, son regard fixé sur Léo. « Tu veux voler, n'est-ce pas, fiston ? Vraiment voler ?» Léo hocha la tête, la gorge serrée par l'émotion. « Plus que tout, ce capitaine Michel. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Le secret de l'alouette, du ciel l'image du visage de Léo, illuminé d'une pure merveille lors de leur dernier vol, avait été un scintillement persistant dans l'esprit du capitaine Michel depuis lors.
C'était un miroir de sa propre jeunesse oubliée, une époque où le monde était une immensité bleue infinie attendant d'être conquise. Il se trouva attiré vers le coin le plus reculé de son hangar caverneux, un endroit habituellement réservé aux outils oubliés et aux fantômes de projets passés. Là, sous un linceul de toile lourde, gisait son propre secret. Plus tard dans la semaine, un crépitement sur le talkie-walkie de Léo le surprit de ses devoirs. « Léo, c'est Michel. Peux-tu venir à l'aérodrome cet après-midi ? J'ai quelque chose de spécial à te montrer. » Léo, encore vibrant de leur dernière aventure aérienne, n'hésita pas. Il arriva pour trouver Michel attendant près d'une paire de portes doubles imposantes, rouillées par le temps, à l'arrière du plus grand hangar. L'air à l'intérieur était épais, de l'odeur de métal vieilli et de poussière, illuminé par une seule ampoule nue pendue d'une poutre haute. Alors que Michel attrapait une lourde chaîne, un frisson d'anticipation traversa Léo. Avec un gémissement de gond, protestant, les portes s'ouvrirent vers l'intérieur, révélant une forme sous une bâche déchirée et crasseuse. Michel, un sourire discret jouant sur ses lèvres, tira sur un coin de la toile. Des particules de poussière dansèrent dans la lumière sparse alors que le tissu se retirait, révélant une aile, puis un fuselage, puis les lignes incontestables d'un biplan. Il était plus petit que l'avion d'entraînement, peint d'un azur fané, avec l'élégante cursive de « l'alouette du ciel » à peine visible sur son nez. Léo haleta, un son d'émerveillement pur. Ses yeux, grands comme des soucoupes, traçaient en chaque courbe, chaque rivée. « Capitaine, qu'est-ce que c'est ?» Sa voix était à peine un murmure. « C'est l'alouette du ciel », dit Michel, sa voix imprégnée d'une révérence que Léo n'avait jamais entendue auparavant. « Monteculai. Mon premier amour, en quelque sorte. Elle a dormi pendant longtemps. » L'avion portait les cicatrices d'années de négligence, tissu effiloché au bord, peinture qui s'écaillait comme une vieille peau, une pâle délice ébréchée et terne. Pourtant, même dans son état délabré, il possédait une grâce défiante certaine. Léo s'approcha avec prudence, tendant une main hésitante pour toucher une entretoise d'aile, puis la retirant comme s'il craignait de perturber son sommeil. « Elle est magnifique », souffla-t-il, une chaleur se répandant en lui qui chassa le froid du hangar. Il leva les yeux vers Michel, son regard illuminé d'une question qui n'avait pas besoin d'être formulée. Michel rencontra son regard, une lueur de quelque chose ravivée dans ses yeux fatigués. « Elle a besoin de beaucoup de travail, Léo, beaucoup. Mais elle a volé autrefois, comme un rêve. Et je pense... » Il marqua une pause, regardant du visage enthousiaste du garçon à l'avion négligé. « Je pense qu'elle pourrait revoler, avec un peu d'aide. » L'invitation implicite flottait dans l'air, une promesse de but partagé, une nouvelle aventure attendant de se déployer. Ailes et Klesla, porte du hangar, gronda en se fermant, les plongeant dans une intimité tranquille avec le BMO qu'était l'alouette du ciel. Des particules de poussière dansaient dans l'unique rayon de soleil tranchant une haute fenêtre, illuminant la peau argentée fanée de l'avion. Le capitaine Michel, avec un soupir presque une caresse, passa une main sur une aile crasseuse. « Elle a te connu des jours meilleurs, non, fiston. Mais sous tout cela, l'histoire, elle a encore le cœur d'un oiseau. » Léo, les yeux grands d'une révérence habituellement réservée aux artefacts anciens, fit le tour du biplan. Il tendit la main, hésitant, puis toucha doucement une entretoise. « Elle est magnifique, capitaine. » « Magnifique et négligée, » corrigea Michel, lui tendant un chiffon sale. « Première leçon, Léo. Un avion n'est aussi bon que les soins qu'il reçoit. On commence par de l'huile de coude. » Ils travaillèrent en silence complice pendant un long moment, le frottement rythmé des chiffons contre le métal étant le seul son. Michel montra à Léo comment essuyer doucement des décennies de poussière du tissu tendu des ailes, comment nettoyer soigneusement les jauges intrissées du cockpit sans les endommager. Il indiqua de petites bosses, des numéros de série fanés, et la subtile déformation du bois qui parlait d'aventures passées et d'atterrissage dur. Léo absorba tout, le front plissé par la concentration, posant des questions calmes et perspicaces. « Est-ce l'aileron ?» demandait-il, pointant une surface de contrôle, sa voix basse. « En effet, mon gars, » affirmait Michel, une chaleur se répandant en lui. « Et à quoi sert un aileron, d'après toi ?» Léo marquait une pause, réfléchissant puis explosait. « Il incline l'avion, change le roulis. » Son visage s'illuminait, une joie pure et contagieuse. Michel se retrouva à expliquer la danse intricate des forces qui maintenaient le biplan en l'air. Il décrivit la portance générée par les ailes courbées, la poussée de l'hélice, la traînée à surmonter et le contrôle précis offert par le gouvernail, l'élévateur et les ailerons.
Il parla du moteur comme d'un cœur vivant, des conduites de carburant comme des artères, des câbles de contrôle comme des tendons. Le regard de Léo ne vacillait jamais, son esprit une éponge absorbant chaque détail. Il n'écoutait pas simplement, il voyait la physique, visualisait le flux d'air, sentait les commandes. Voyez ce lien ici, démontra Michel, pointant une série de tiges reliant le manche à la queue. C'est comme ça que vous dites au gouvernail quoi faire. Vous voulez tourner à droite, vous appuyez sur la pédale droite, ce qui tire ce câble, ce qui pivote le gouvernail, et la queue swing à gauche, poussant le nez à droite. Léo imita le mouvement avec son pied, ses yeux suivant le câble imaginaire. Donc c'est comme diriger un bateau, mais dans les airs? Michel rit, un son sincère et chaleureux. Précisément, Léo, précisément. Tu as un don pour ça, je le vois. L'empressement du garçon, sa compréhension rapide de concepts complexes, remuaient quelque chose longtemps dormant en Michel. Il n'avait pas réalisé à quel point partager ce monde, cette passion, lui avait manqué. L'alouette du ciel ne recevait pas seulement un nettoyage, elle renaissait, et lui aussi en quelque sorte. La radio silencieuse l'air matinal craquant vibrait du lointain chant des cigales alors que Léo et le capitaine Michel s'approchaient du biplan. Les entretoises polies brillaient sous le soleil naissant, un témoignage de son entretien soigneux. Le cœur de Léo battait un rythme familier contre ses côtes, un tambour d'anticipation. Aujourd'hui était le jour où il pratiquerait dès les 8 que le capitaine Michel avait démontré avec une grâce si effortless. Le capitaine Michel, toujours le pilote méthodique, grimpa d'abord dans le cockpit. Léo observa, absorbant chaque mouvement, chaque vérification des cadrans. Les doigts du vieil homme dansaient sur le panneau d'instruments, une symphonie silencieuse de rituels prévole, puis un soudain calme. Le front du capitaine se plissa, son calme habituel remplacé par une lueur d'inquiétude. Il tapa sur une petite boîte noire montée sur le côté du cockpit, la radio. Pas de crépitement réconfortant, pas de bourdonnement rassurant. Il réessaya, tournant un bouton, pressant un interrupteur. Silence. Il leva les yeux vers Léo, ses yeux bleus voilés d'une frustration qui allait au-delà d'un simple problème mécanique. « Sacrebleu !» marmonna-t-il, sa voix rocailleuse. « La radio est morte. Pas un bruit. » L'excitation de Léo se dégonfla comme un ballon crevé. Il connaissait l'importance de la communication, même pour de courts vols locaux. « Complètement morte ?» demanda-t-il, un nœud se formant dans son estomac. Le capitaine Michel hocha la tête, passant une main sur ses cheveux clairsemés. « Totalement. Et sans elle, on reste cloué au sol. On ne peut pas risquer. Pas même pour un petit tour. » Il soupira, un son lourd de déception. La perspective d'une autre journée clouée au sol planait dans l'air, épaisse et importune. Le regard de Léo passa de la radio silencieuse au visage abattu du capitaine. Il pensa aux heures passées dans le hangar, le capitaine expliquant les rouages intricés du biplan, ses propres mains devenant plus familières avec les outils. Une idée d'abord timide s'alluma dans son esprit. « Capitaine, commença-t-il, sa voix un peu hésitante, ne pourrions-nous pas essayer de la réparer nous-mêmes ?» Le capitaine Michel le regarda, une lueur de surprise remplaçant l'inquiétude dans ses yeux. « La réparer nous-mêmes, Léo ? Ce n'est pas une chaîne de vélo, c'est une radio. C'est délicat, intricate. »« Mais vous m'avez appris les circuits, le flux de courant, » insista Léo, sa timidité initiale cédant à une vague de détermination. « Et vous dites toujours que connaître son avion de fond en comble est la chose la plus importante. Peut-être pourrions-nous au moins jeter un œil, voir si c'est juste une connexion lâche ou quelque chose de simple ?» Il pointa le petit panneau d'accès près de l'unité radio. « Nous avons les schémas, non ?» Un sourire lent se répandit sur le visage du capitaine Michel, chassant les ombres de la déception. Il étudia Léo un long moment, un nouveau respectant naissant dans son regard. « Tu sais, mon gars, dit-il, une pointe de son ancienne étincelle revenant, tu as peut-être raison. » Un bip d'espoir, le capitaine Michel plissa les yeux sur le schéma, les fines impressions, un labyrinthe vertigineux de lignes et de symboles. « D'accord, Léo, passe-moi le fer à souder micro, et fais attention avec ce flux. Un peu suffit. » Léo, le front plissé par la concentration, ramassa délicatement l'outil fin. Ses mouvements, d'abord hésitants, portaient maintenant une confiance nouvelle. Donc, le condensateur primaire pour le modulateur de fréquence, c'est ça qui coupait le signal ? Sa voix était un murmure bas, à peine audible par-dessus le bourdonnement du vieux ventilateur d'atelier. « Précisément, » confirma Michel, son regard fixé sur le circuit intricate. « C'est comme le cœur de la radio et le nôtre sautait des battements. » Il pointa avec une pointe fine. « Voyez cette fracture capillaire, c'est notre coupable. » Les heures s'écoulèrent en une danse intense et concentrée d'outils minuscules et d'instructions murmurées.
L'air s'épaissit de l'odeur métallique de la soudure et du fin arôme d'ozone. Léo, habituellement un tourbillon d'énergie agitée, était une statue de concentration. Il tenait les composants stables, passait les outils avec une précision uncanny et offrait même des suggestions qui surprenaient parfois le capitaine par leur perspicacité. Devrions-nous tester la continuité sur cette trace avant de ressouder, monsieur ? Avait-il demandé une fois, ses yeux brillants de curiosité. Michel avait simplement grogné en approbation, un rare sourire jouant sur ses lèvres. Enfin, avec un clic doux, la dernière vis fut serrée, la radio réassemblée. Michel essuya ses mains sur un chiffon gras, un soupir lui échappant. Moment de vérité, jeune homme. Il atteignit l'interrupteur d'alimentation, son cœur battant un rythme familier d'anticipation et d'appréhension. Léo se pencha en avant, le souffle retenu. L'atelier était utterly silencieux, sauf pour le lointain chant des grillons. Michel pressa le bouton. Un bourdonnement doux, presque imperceptible, émana de l'unité. Puis après ce qui sembla une éternité, un seul bip aigu perça le silence. Léo haleta, un son de joie pure et non adultéré. « Ça marche, capitaine, ça bip !» Il sauta sur la pointe des pieds, un énorme sourire s'étendant sur son visage. Michel laissa échapper un rire tonitruant, un son qui n'avait pas résonné dans l'atelier depuis des années. Il tapa sur l'épaule de Léo, un geste ferme et fier. « En effet, fiston, en effet. » Il prit le microphone, son poids familier, réconfortant dans sa main. « Ça, Léo, c'est le son de la possibilité. » Les yeux de Léo, grands et pétillants, rencontrèrent ceux du capitaine. Dans ce moment partagé de triomphe, au milieu du fin arôme de soudure et de succès, la connexion entre eux se solidifia, une promesse silencieuse d'aventures à venir. Le bip était plus qu'un signal, c'était un phare les guidant vers le ciel ouvert. Au-dessus du monde l'air, matinal craquant de l'aérodrome mordait les joutins de Léo, un choc bienvenu contre le tremblement nerveux dans ses mains. Il serrait la casquette de baseball fanée que Michel lui avait prêtée, la visière baissée. Non pour cacher son visage, mais pour contenir l'anticipation sauvage pétillante dans ses yeux. L'alouette du ciel, une bête magnifique, polie de métal et de tissu, brillait sous le soleil naissant, ses ailes s'étirant vers l'horizon comme une invitation. « Prêt à danser avec les nuages, Léo ?» La voix de Michel, un grondement rocailleux, perça le rugissement distant de biplan en échauffement. Léo hocha la tête, muet, sa gorge serrée par un mélange de peur et de joie profonde. L'hélice de l'alouette du ciel, même immobile, semblait impossiblement puissante. Il suivit Michel grimpant dans le cockpit. Le cuir du siège était frais plié, puis se réchauffa à son contact. Un éventail vertigineux de cadrans, interrupteurs et leviers l'entourait, chacun un mystère attendant d'être compris. Michel l'attacha, le harnais snug et rassurant. « D'accord, tout clair », appela Michel, ses mains bougeant avec une grâce experte sur les commandes. Le moteur toussa une fois, une respiration hésitante, puis rugit à la vie avec un frisson qui vibra jusqu'aux os de Léo. L'hélice se brouilla en un disque invisible. L'odeur de carburant d'aviation se mêla au tang métallique du cockpit, un parfum enivrant. Michel taxi. L'alouette du ciel sur la piste, le monde extérieur se brouillant en un watercolor rapide. Léo agrippa les côtés de son siège, le cœur martelant contre ses côtes. L'avion s'arrêta, puis surgit en avant, gagnant de la vitesse avec une ruée exaltante. Le sol s'éloigna lentement d'abord, puis avec une rapidité étonnante. Léo haleta, un son perdu dans le crescendo du moteur. En dessous, les champs en patchwork se déroulèrent, miniatures et parfaits. Les maisons devinrent enfin de minuscules blocs de jouets, les voitures se rampaient dans le tin comme des scarabées iridescents. Le paysage familier se transforma en une peinture abstraite à couper le souffle par son échelle et ses détails. Il pressa son visage contre la fenêtre, un large sourire uninhibé fendant son visage. « C'est incroyable !» cria-t-il par-dessus le moteur, sa voix craquant de pure merveille. Michel, observant le délice non adultéré du garçon, sentit une chaleur familière se déployer dans sa propre poitrine. L'alouette du ciel vira doucement, l'horizon s'inclinant, et Léo laissa échapper un cri de joie. Pendant des années, voler avait été un devoir, une compétence, un souvenir. Mais voir le monde à travers les yeux de Léo témoigner de cette élame pure et sans fardeau, Michel sentit la vieille magie remuer. Les commandes, autrefois une extension de sa volonté, redevinrent un conduit vers quelque chose de plus profond, quelque chose akin à la liberté. Il sourit, un sourire, genuinat et expansif qui atteignait ses yeux. C'était plus qu'un vol, c'était un retour au foyer. Cieux partagés, rêves partagés.
Le biplan atterrit avec un rebond doux, la piste herbeuse défilant devant le cockpit ouvert. Le vent, qui avait été une symphonie il y a quelques instants, murmurait maintenant à travers les entretoises alors que l'avion taxit vers l'arrêt. Le cœur de Léo martelait contre ses côtes, un tambour joyeux échouant le dernier crachotement du moteur. Il descendit, ses jambes encore un peu instables de l'exaltation, et avant que le capitaine Michel ne puisse même détacher sa ceinture, Léo était là, un tourbillon de gratitude. Il jeta ses bras autour du vieil homme, enfouissant son visage dans la veste de vol usée de Michel. « Merci, capitaine Michel, marmonna-t-il, sa voix épaisse d'émotion. Merci pour tout. » L'étreinte était féroce, ininhibée et complètement genuina. Elle parlait volume de l'émerveillement et de la joie pure qui venait tour tard de prendre vol en lui. Michel, un homme peu enclin aux démonstrations d'affection extérieure, sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine, qui n'avait rien à voir avec le soleil de midi. L'étreinte earneste du garçon, l'appréciation non vernie, était plus fulfilling que n'importe quelle médaille ou commendation qu'il ait jamais reçue. Observer le visage de Léo pendant leur vol, voir la transformation d'observateurs curieux en participant pleinement immersés, avait ravivé une étincelle que Michel n'avait pas réalisée, s'éteignait. Partager son monde, sa passion, avec quelqu'un si utterly réceptif, si affamé d'apprendre, était un cadeau qu'il n'avait pas anticipé. Le ciel, qui avait toujours été son solace, semblait maintenant un sanctuaire partagé. Au cours des semaines suivantes, le hangar devint leur sanctuaire. Michel, avec une patience née de décennies dans les airs, enseigna à Léo les intricacies des vérifications pré-vol, le trum rythmé d'un moteur bien accordé, l'art subtil de lire le vent. Léo, avec sa curiosité sans bornes et son esprit vif, absorba chaque mot, chaque geste. Il polissait le chrome, serrait les boulons et apprit les noms de chaque composant avec une dévotion presque religieuse. Leur conversation, d'abord centrée sur l'aviation, s'étendirent si bientôt au récit des aventures passées de Michel et aux rêves d'avenir de Léo. La timidité initiale qui avait voilé l'attitude de Léo s'évapora, remplacée par un empressement confiant que Michel trouvait à la fois attachant et inspirant. Un après-midi venteux, alors qu'il nettoyait méticuleusement les ailes du biplan, Michel s'arrêta, essuyant la graisse de ses mains. « Tu sais, Léo, commença-t-il, une rare lueur dans l'œil, il y a un petit salon aéronautique qui arrive le mois prochain, juste à Willow Creek. Rien de fancy, mais ils ont au Beechno des avions, vintage intéressant. Ce pourrait être une bonne occasion de voir d'autres machines volantes en action, peut-être même parler à quelques vieux de la vieille. » La tête de Léo se releva d'un coup, ses yeux grands. « Un salon aéronautique ? Vraiment ? Pouvons-nous y aller, capitaine Michel ? Pouvons-nous » Son enthousiasme était contagieux. Michel rit, un son profond et grondant. « Je ne l'aurais pas mentionné si nous ne pouvions pas. Et qui sait, peut-être pourras-tu même m'aider à discuter boutique avec certains de ces pilotes. Après tout, tu deviens toi-même un expert. » Un sourire s'étendit sur le visage de Léo, brillant comme la pâle d'hélice polie. Le ciel n'était plus seulement un rêve distant, c'était une immensité sans bornes attendant d'être explorée, et il avait trouvé le copilote parfait pour le voyage.